Moscou a affirmé ce samedi avoir totalement encerclé Lysychansk dans l'est de l'Ukraine, mais Kiev assure avoir toujours le contrôle de la ville. La ville de Lugano en Suisse s'apprête à accueillir dès lundi la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. De nombreux dirigeants occidentaux sont attendus. Le trafic aérien perturbé ce samedi en Espagne et en France en raison de mouvements sociaux. Les grévistes réclament de meilleures conditions de travail. Face à une sécheresse historique, l'eau est rationnée à Vérone en Italie. Les épisodes météorologiques extrêmes se multiplient en Europe. Des drapeaux tchétchènes et russes sont agités à Lysychansk, la dernière grande ville de la région de Luhansk contrôlée par l'armée ukrainienne. Samedi, les séparatistes soutenus par l'armée russe ont affirmé avoir totalement encerclé la ville. Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, qui a publié ces images sur son compte Telegram, a même revendiqué avoir pris le contrôle de la ville. Mais les informations en provenance de Lysychansk sont contradictoires. L'armée ukrainienne a démenti ces déclarations et a affirmé que de violents combats se poursuivaient aux abords de la ville qui serait toujours sous contrôle de Kiev. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes ont partagé des images montrant une explosion dans des entrepôts de l'armée russe en Ukraine orientale. Mais le lieu et la date exacte n'ont pas été précisés. De son côté, l'armée russe affirme avoir atteint des cibles situées dans plusieurs villes ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense a notamment annoncé avoir détruit 5 postes de commandement ukrainiens dans le Donbass et dans la région de Mykolaïv, 3 dépôts de munitions dans la région de Zaporizhzhia et une autre base ukrainienne à Kharkiv auraient également été touchées par l'armée russe. Ces attaques surviennent un jour après le bombardement d'une zone résidentielle dans la région d'Odessa qui a fait au moins 21 morts et 38 blessés. Le président ukrainien a accusé Moscou d'avoir délibérément tué des civils, alors que le Kremlin affirme ne jamais viser les civils. Ces soldats ukrainiens assurent la sécurité à Bakhmout, à plusieurs kilomètres des combats. Ils voient régulièrement des hommes revenir du front du Donbass et ceux qui ont combattu à Severodonetsk, tombés aux mains des Russes le 24 juin, disent avoir vécu l'enfer. Artem fait partie du bataillon Svoboda. Le moral de nos hommes est bon. Ils battront l'ennemi à coup sûr jusqu'à l'anéantissement complet, jusqu'à ce que nous rétablissions les frontières de 2014, y compris en Crimée. Ça a été très difficile pour eux. Je souhaite le dire à nouveau, les conditions dans lesquelles ils se sont battus n'étaient pas humaines. C'est difficile de vous expliquer ici ce qu'ils ressentent maintenant ou ce qu'ils ont vécu sur le front. Ils se sont battus jusqu'à la fin là-bas. La tâche était de détruire l'ennemi, quoi qu'il arrive. Dans cette boutique de Sloviansk, convertie en centre de distribution pour les militaires, les bénévoles voient les dommages que cause la guerre sur ces hommes, alors que l'étau russe se resserre sur le Donbass. Après avoir pris Severodonetsk, les forces russes ont annoncé ce samedi avoir encerclé la ville de Lysychansk. La ville de Lugano en Suisse s'apprête à vivre son grand moment. Les préparatifs du sommet sur la reconstruction de l'Ukraine sont sur le point d'être finalisés. Pays alliés de l'Ukraine, institutions internationales et secteurs privés se retrouveront lundi et mardi en Suisse avec l'ambition d'ébaucher un plan Marshall pour la reconstruction d'un pays déchiré par la guerre. Selon la présidente de la Commission européenne, les réformes sont très importantes pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. La reconstruction du pays et votre parcours européen iront de pair. L'Ukraine sera à l'avant-garde. Des investissements massifs devront être réalisés, mais pour maximiser leur impact et favoriser la confiance des entreprises, ils devront être associés à une nouvelle vague de réformes. Les discussions de la conférence porteront sur la reconstruction et les contributions des partenaires internationaux. La reconstruction de l'Ukraine prendra de nombreuses années et coûtera des centaines de milliards d'euros. La vague de chaleur qui frappe l'Europe, notamment la Pologne, s'accompagne de violents orages, ce qui a obligé les autorités à évacuer pendant plusieurs heures les participants d'un festival de musique dans la ville de Gdynia,
46 000 personnes ont été privées d'électricité en Pologne et de nombreuses habitations ont été endommagées. En Italie, la sécheresse fait des dégâts du jamais vu depuis 70 ans dans la plaine du Pô, où les récoltes de riz de qualité sont menacées. La chaleur fait aussi souffrir les bêtes, si bien que ce zoo de Rome a décidé de nourrir les animaux avec des aliments congelés. Dans le nord de l'Italie, la sécheresse est telle que l'eau est rationnée à Vérone. Interdiction formelle d'arroser son jardin ou de nettoyer sa voiture. Jusqu'au 31 août, sur décision de la mairie, l'eau courante ne devra être utilisée que pour boire et pour se laver. Le trafic aérien perturbé ce samedi en France et en Espagne. À l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, plusieurs dizaines de vols ont dû être annulés en raison d'un conflit social qui porte sur les salaires et les conditions de travail. Les pompiers du premier aéroport français sont en grève depuis ce jeudi, rejoints par d'autres salariés sous-traitants du groupe Aéroport de Paris. En Espagne, c'est une grève des personnels de cabine des compagnies EasyJet et Ryanair qui a provoqué des annulations et des retards de vol. On nous a dit qu'il y avait des retards au point de contrôle de sécurité d'1 heure ou 1 heure et demie. Tout s'est bien passé, nous avons pu nous enregistrer sans problème. Je vais à Londres. J'ai reçu un mail disant qu'il fallait que je vienne 2 heures ou 3 heures avant. Les grévistes de chez EasyJet réclament un alignement de leurs conditions de travail sur le reste de leurs collègues en Europe. Et chez Ryanair, le mouvement social se bat pour de meilleures conditions de travail. Alors que la Turquie agite depuis plusieurs semaines la menace d'une offensive dans le nord de la Syrie pour lutter contre des combattants kurdes, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu à Damas ce samedi pour tenter de trouver une solution politique. Ces consultations interviennent après son déplacement à Ankara en début de semaine. Nous ferons de notre mieux pour empêcher toute opération militaire et nous concentrer sur une solution politique. Téhéran et Ankara sont hostiles aux séparatistes kurdes qui mènent des opérations aussi bien en Turquie qu'en Iran. Mais le gouvernement syrien est opposé à une telle offensive dans cette partie du nord du pays dont il a perdu le contrôle au cours de la dernière décennie. Nous apprécions la politique iranienne dans ce domaine qui vise à améliorer les relations avec les pays voisins. Nous pensons qu'il est vraiment nécessaire de répondre à cette volonté car c'est une véritable expression de la souveraineté, de la liberté et de l'indépendance de la prise de décision dans cette région. Ankara souhaite mettre en place le long de la frontière turco-syrienne une zone de sécurité de 30 km de large, une zone dont font partie les localités de Tal Rifat et Manbij contre lesquelles la Turquie veut lancer son opération militaire. La Cour suprême du Texas a rétabli ce vendredi une loi de 1925 qui interdit l'avortement. Cette loi prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison pour les médecins qui aident une femme à interrompre sa grossesse. La loi interdit par ailleurs l'avortement en cas d'inceste ou de viol et ne prévoit d'exception que si la vie de la mère est en danger. Le chef de la police du district d'Uvalde annonce démissionner de son poste au sein de la mairie. C'est dans cette ville du Texas qu'a eu lieu une tuerie dans une école ayant fait 21 victimes dont 19 enfants. Il était reproché à la police d'être intervenu trop tard dans l'école pour arrêter le tueur. La démission du chef de la police était réclamée par de nombreux parents endeuillés par le drame. L'Allemagne va restituer au Nigeria des bronzes de l'ancien royaume de Bénin, pillés durant l'époque coloniale. Ces œuvres sont parmi les plus réputées de l'art africain. Elles étaient jusqu'ici dispersées dans plusieurs musées européens après avoir été pillées par les Britanniques à la fin du 19e siècle. Il s'agit d'une étape nécessaire et importante afin d'adopter une nouvelle culture de coopération avec nos pays partenaires du Sud en restituant les biens culturels illégalement acquis dans le contexte colonial, explique la directrice d'un musée de Hambourg. L'accord de restitution a été conclu vendredi entre les gouvernements allemands et nigérians. En guise de geste symbolique, 2 premières œuvres, le buste d'un roi et une plaque représentant 3 guerriers, ont été remises le jour même aux représentants du Nigeria.
L'Allemagne détient à elle seule environ 1100 de ces objets, répartis en une vingtaine de musées. La plus importante collection en dehors du British Museum de Londres est celle du musée ethnologique de Berlin, qui en possède 440.